très heureux de m'exprimer devant vous. Je vais essayer de parler dans le micro, ce sera mieux. Comment ils ont fait les autres? Tirez la main. Bon, très heureux de m'exprimer devant vous ce soir, après Ismaël, Cinderella et Glenn. Et c'est vrai que quand on se lance dans une campagne, qui est toujours un moment compliqué, enfin en tout cas un défi qu'il va falloir relever, le faire avec des camarades enthousiastes, motivés et aussi convaincants qu'Ismaël, Cinderella et Glenn, ça donne confiance. Et donc je voudrais à mon tour les en remercier très chaleureusement, parce qu'une campagne, a fortiori une campagne qui est une campagne de liste, puisque c'est une liste de 79 noms qui se présentent devant les électeurs, c'est toujours une bataille collective. C'est toujours une affaire de collectif. Et c'est dans cette campagne que nous nous engageons en ce moment. Donc très heureux d'être parmi vous, en Bretagne. C'est la deuxième fois depuis le début de la campagne, puisque j'étais venu à la fête de l'UMA Bretagne il y a quelques semaines. Je sais que c'est une campagne longue, puisque les élections européennes, c'est le 26 mai prochain. Et j'ai été désigné chef de file du Parti communiste au mois de juin. On pourrait se dire que c'est très long. Je suis convaincu que c'est nécessaire. Pour une raison assez simple, c'est que les élections européennes, ce sont souvent des élections marquées par une très forte abstention. Et qu'il est donc très très important d'utiliser les semaines, les jours qui nous séparent du 26 mai pour convaincre un maximum d'électeurs d'aller voter, et d'aller voter pour la liste que nous allons présenter. C'est donc du travail, et c'est un travail militant. Pas seulement un travail qui consiste à aller dans les médias ou à faire des meetings ou des réunions publiques comme ce soir, mais c'est un travail militant. Et je voudrais insister là-dessus, parce que je sais qu'il y a dans cette salle beaucoup de camarades et beaucoup de militants qui savent ce que c'est que de mener une campagne. Cette campagne-là, ce sera une campagne où il faudra aller chercher les voix les unes après les autres, pour convaincre le maximum de gens de l'importance de cette élection du 26 mai. Et donc, je pense qu'il faut qu'on prenne tous conscience de ça. Les voix, elles ne tomberont pas toutes seules. Elles tomberont parce qu'on sera allé les chercher. Et donc, ce sera un élément essentiel pour réussir un bon sort le 26 mai. Quelques mots d'abord sur le contexte national. Cette campagne, elle se déroule dans un contexte qui est à bien des égards inédit. On discutait tout à l'heure avec des gilets jaunes qui sont mobilisés depuis maintenant 2 mois et demi sur les ronds-points. Cela fait quand même très longtemps que dans notre pays, on n'avait pas vu une mobilisation sociale aussi longue. 2 mois et demi de mobilisation, une mobilisation qui s'est poursuivie entre Noël et le jour de l'an, c'est pas banal, et une mobilisation qui recueille le soutien d'une écrasante majorité des Français. Malgré les violences, malgré les difficultés rencontrées par le mouvement, il y a encore 2 tiers des Français qui disent qu'ils approuvent les revendications portées par les Gilets jaunes. Ça traduit quand même le fait qu'on a une colère puissante, le fait qu'on a une conscience énorme dans notre pays de l'injustice sociale à laquelle une grande majorité de la population française est confrontée. Je rencontrais il y a une dizaine de jours des salariés d'Amazon. Vous connaissez l'entreprise Amazon? Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, on a appris que c'était l'homme le plus riche du monde. Il a un patrimoine, tenez-vous bien, à lui tout seul, de 130 milliards d'euros. Ils viennent de refuser, les responsables d'Amazon, à leurs salariés, la prime de 1 000 € promise par Emmanuel Macron. La fameuse prime défiscalisée. Parce qu'ils expliquent qu'ils n'auraient pas les moyens de la payer. Et donc, on voit bien comment cette injustice sociale-là, elle est partout. Elle est partout. Et elle est directement liée au choix que le gouvernement a fait depuis maintenant 1 an et demi, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Il n'était pas obligé de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Il n'était pas obligé de baisser les allocations pour le logement. Il n'était pas obligé de geler les retraites. Il n'était pas obligé non plus de geler les allocations familiales. Ce sont des choix qui ont été réalisés par le gouvernement.
Et si aujourd'hui notre pays crie face à l'injustice sociale, s'il se mobilise contre l'injustice sociale, c'est parce que les Français ont bien compris qui était responsable de cette situation-là. Et donc, ce qui se passe est quand même, à bien des égards, très intéressant. Et beaucoup de choses que les communistes disaient parfois seuls, aujourd'hui, tout le monde le dit. Enfin, en tout cas, la grande majorité des Français le dit. Nos parlementaires, ils n'ont pas découvert du jour au lendemain que la suppression de l'impôt sur la fortune était un scandale. D'ailleurs, à l'époque, nos parlementaires avaient dit un certain nombre de choses qui auraient pu faire écho plus largement s'ils avaient eu plus de micros tendus pour les dire. Enfin, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est un cadeau de 33 € par jour pour les 350 000 ménages les plus riches de France. Si on compare ça au plan pauvreté qui a été décidé par le gouvernement, le plan pauvreté, pour les 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est une aumône de 62 centimes par jour. Donc l'impôt sur la fortune, c'est un cadeau de 33 € par jour. Le plan pauvreté, c'est une aumône de 62 centimes par jour. Et donc il n'est pas étonnant, dans un contexte comme celui-là, qu'il y ait autant de Français qui disent qu'ils en ont ras-le-bol de la politique du gouvernement. Alors le gouvernement a décidé de lancer cette fameuse grande consultation. Étrange manière de lancer une grande consultation, puisque d'emblée, ils nous disent « il n'y a pas de questions interdites », mais ils nous disent aussi, par contre, il y a un certain nombre de réponses qui sont interdites. Parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on va rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Enfin, on a le droit de le dire. Mais le gouvernement nous dit d'emblée que de toute façon, il ne le fera pas. On a le droit de dire qu'on est pour l'augmentation du SMIC. Encore heureux. Mais le gouvernement nous dit d'emblée qu'il n'en est pas question. Parce que ça mettrait sur la paille les entreprises du CAC 40 qui ont versé 57 milliards d'euros à leurs actionnaires l'année dernière. On n'a pas le droit d'envisager de mettre en œuvre ces mesures. Donc, la question qui se pose à nous, elle est assez simple. Comment on fait en sorte que ces questions que le gouvernement ne veut pas poser, que ces questions deviennent incontournables et qu'au final, on torde le bras au gouvernement et qu'on le contraigne à mettre en place ces mesures. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut envahir ce grand débat national. Qu'il faut faire en sorte que partout, dans nos mairies, partout où il y a des micros, où il y a la possibilité d'intervenir, nous remettions ces questions-là sur le devant de la table. C'est essentiel si on souhaite que ce débat puisse déboucher sur quelque chose de positif. Alors vous me direz, les élections européennes là-dedans. D'abord, je pense qu'il faut balayer d'un revers de main une chose qu'on nous dit souvent. Il n'y a pas d'un côté les élections européennes et de l'autre le contexte politique français. Pourquoi? Parce que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en France et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en Europe, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes politiques libérales qui sont menées en France et qui sont menées en Europe. Ce sont les mêmes logiques qui consistent systématiquement à faire le choix de l'argent plutôt que le choix de l'humain qui nous pourrissent la vie en France et partout en Europe. Parce qu'au fond, l'Union européenne aujourd'hui, elle est fondée sur deux dogmes. Le premier dogme, c'est l'austérité. Cinderella en a parlé tout à l'heure. C'est la fameuse règle des 3%. Les 3% de déficit qu'on n'a pas le droit de dépasser. D'ailleurs, pourquoi 3%? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 2? Ils ne savent même pas. Ils ont décidé que c'était 3%. Donc on rabote systématiquement les dépenses, et nous on le sait, mais il faut le répéter. Parce qu'il y a parfois des gens de bonne volonté qui disent oui, il faut réduire les dépenses. Sauf que nous, on le sait, quand on réduit la dépense publique, on réduit les services publics. Donc on supprime les gares, on ferme des écoles, on ferme des hôpitaux de proximité, on ferme des maternités. On sait tout ça, mais il faut le répéter absolument. Et tout ça découle de ces politiques d'austérité et de cette règle absurde des 3% qu'ils nous ont imposés depuis le traité de Maastricht. Et le deuxième dogme de cette Europe, c'est la fameuse règle de la concurrence libre et non faussée. La concurrence entre les États et la concurrence entre les peuples, entre les travailleurs. C'est d'ailleurs fou, quand on y réfléchit quelques secondes, d'avoir fondé une Union européenne
avec non pas l'idée qu'on allait se serrer les coudes, mais avec l'idée qu'on va se tirer dans les pattes en se faisant concurrence. Et non seulement ils ont gravé dans le marbre ces logiques de concurrence, mais quand on tire le fil, on s'aperçoit que ça nous conduit à des choses qui sont complètement dingues. Vous le savez peut-être, mais quand une collectivité locale lance un appel d'offres pour des cantines, on n'a pas le droit de décider dans l'appel d'offres, on n'a pas le droit d'écrire qu'on souhaite acheter local. Ce qu'on appelle des clauses de distance. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire « nous souhaitons pouvoir acheter des produits agricoles qui viennent du coin ». Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence libre et non faussée. Ça vaut sur les cantines, mais ça vaut dans tous les domaines. Je vais vous donner un exemple concret. On a décidé dans ma région de changer les rames de métro. On a bataillé avec un certain nombre d'élus pour obtenir que ces rames, elles soient réalisées par Alstom. Parce qu'on s'est dit, c'est bien, Alstom a une usine à Valenciennes dans le Nord, ça profitera aux ouvriers du Nord. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Les rames du métro d'Île-de-France, elles vont être fabriquées en Pologne. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre, là aussi, de clauses dans un appel d'offres public pour dire qu'on souhaite que ça profite à de l'emploi qui soit sur le territoire français. Voilà à quoi nous conduisent ces règles de la concurrence libre et non faussée qui nous empêchent nous-mêmes, dans un appel d'offres public, de décider à qui doit profiter notre commande. Ça, c'est absurde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tant d'Européens sont dégoûtés de l'idée même d'Europe, que tant d'Européens se posent même la question de savoir s'il faut y rester, c'est précisément parce que cette Union européenne-là, elle est fondée non pas sur la satisfaction des besoins humains, mais elle est fondée sur la satisfaction d'une toute petite minorité de financiers, le lobby de l'argent. Et donc, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est bien la question de la transformation de l'Union européenne. On ne peut pas continuer avec une Europe qui nuit à l'écrasante majorité des Européens parce qu'elle est fondée sur des principes qui ne visent pas la satisfaction des besoins humains. Glenn le disait, il disait « je suis le candidat de la jeunesse ». Je suis un peu moins jeune, j'ai quelques cheveux blancs, mais je fais partie d'une génération qui a grandi avec l'Europe, qui a grandi avec l'idée qu'au fond, l'Union européenne était une évidence. Or, aujourd'hui, ça n'est plus une évidence du tout, parce que l'Union européenne est en train de se désintégrer sous nos yeux. On a vu le départ des Britanniques avec le Brexit. On voit que dans plein de pays de l'Union européenne, le nationalisme atteint des niveaux absolument énormes. Et tout ça est le résultat de quoi? C'est le résultat de politiques libérales qui ont été menées au nom de l'Union européenne. Et tant que l'Union européenne n'est pas arrimée à un projet de progrès social, tant que l'Union européenne, ça ne veut pas dire un peu de bonheur pour les peuples, un peu de partage et un peu de coopération. Tant que ça ne sera pas ça, évidemment qu'une majorité d'Européens se diront que l'Union européenne n'est bonne à rien, sinon à nous pourrir la vie, ce qu'elle a été depuis maintenant trop d'années. Donc ce que nous proposons, nous, c'est une réorientation profonde de l'Union européenne. Et je me permettrai d'évoquer 3 sujets sur lesquels nous considérons que l'Union européenne doit changer. Le premier sujet, et ça fera directement écho à la mobilisation des Gilets jaunes, le premier sujet, c'est le travail. Au cours des 10 dernières années, au sein de l'Union européenne, les richesses produites par les travailleurs d'Europe, elles sont passées de 15 000 milliards d'euros, ça c'était il y a 10 ans, et aujourd'hui, les travailleurs d'Europe produisent 17 000 milliards d'euros de richesses. C'est-à-dire que les travailleurs d'Europe ont produit, au cours des 10 dernières années, 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires. C'est-à-dire qu'ils ont bossé, ils ont produit. Et dans la même période, le taux de travailleurs pauvres à l'intérieur de l'Europe, il est passé de 7% à 10%. Ça veut donc dire qu'on a produit plus de richesses et que dans le même temps, ceux qui ont produit ces richesses se sont appauvris. Ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au nom de l'Union européenne. Et donc nous proposons 2 mesures extrêmement concrètes. La première, elle concerne les délocalisations. On voit bien comment, dans une Union européenne,
où on a dans les pays de l'Est des SMIC à 400 ou 500 euros. Et nous, si on en reste à une logique de concurrence, inévitablement, nous verrons nos usines disparaître et progressivement se délocaliser vers les pays de l'Est. Nous disons une chose très simple et à court terme, interdiction des délocalisations internes à l'Union européenne. On n'a pas fondé l'Union européenne pour voir nos usines partir à l'autre bout de l'Union européenne. Sinon, ça ne sert à rien de se mettre ensemble. Donc nous disons interdiction des délocalisations internes à l'Union européenne. Deuxième mesure concrète, la question des travailleurs détachés. On voit partout, dans nos champs, dans nos usines, des travailleurs venus de l'autre bout de l'Europe travailler dans des conditions qui sont souvent insupportables. Il ne s'agit évidemment pas pour nous de dire qu'on va interdire à un Polonais ou à un Roumain de travailler en France. En revanche, nous souhaitons mettre en place un principe simple. C'est qu'on peut être roumain, on peut être polonais, mais quand on travaille en France, on doit travailler avec un contrat français de telle sorte qu'on soit protégé comme un travailleur français. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est dans la concurrence déloyale. Et donc, principe simple, travail en France, contrat français, et nous plaidons en faveur de cette proposition-là. Et puis, à plus long terme, il est temps de mettre en place un SMIC qui soit un SMIC européen avec une harmonisation sociale par le haut, en tenant compte évidemment des niveaux de vie propres, enfin des niveaux de prix notamment propres à chaque pays. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer à avoir de tels écarts. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon, inévitablement, c'est la concurrence sauvage. Alors on nous dit parfois l'harmonisation sociale, c'est compliqué. Enfin, je suis quand même allé vérifier. Les députés européens, quel que soit leur pays d'origine, ils sont payés pareil. Donc je ne vois pas pourquoi les députés européens, polonais et français seraient payés pareil, et un travailleur qui vient bosser dans une usine, lui, il aurait un écart de salaire de 1 à 3. Donc premier sujet, le travail. Et c'est un sujet essentiel. Deuxième sujet, je serai plus court, la question des services publics. Depuis trop longtemps, au nom de l'Union européenne, on a libéralisé nos services publics. Vous avez vu tout récemment la menace qui pèse sur les tarifs de l'électricité. Ce qui est prévu pour le mois de mars, c'est une augmentation des prix de l'électricité de 6%. Tout ça, c'est le résultat des directives de libéralisation de l'électricité. La directive, elle date de 1996. Je suis allé vérifier. À l'époque, Alain Juppé avait dit « cela se traduira par une baisse des prix ». Pas de baisse des prix, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Et pour le mois de mars, on nous annonce 6% d'augmentation. Donc nous disons une chose très claire sur ces questions-là. Il faut un moratoire sur ces directives de libéralisation. Parce que maintenant, on a le recul. On ne peut plus nous raconter de salade. On ne peut plus nous faire croire que ces directives de libéralisation conduisent à une baisse des prix et à une amélioration de la qualité du service. Ce n'est pas vrai. Le service se dégrade et les prix augmentent. Donc nous disons, fin des directives de libéralisation, il est temps d'y mettre un terme parce que nous savons à quel point, dans un contexte de crise sociale comme celui que nous traversons, on a besoin des services publics. Plus que jamais besoin des services publics. Et d'ailleurs, ce qu'on lit beaucoup dans les cahiers de doléances qui ont ouvert depuis quelques semaines, c'est la nécessité de maintenir et de faire revenir un certain nombre de services publics de proximité qui ont disparu et qui rendent tant de services à la population et notamment aux plus fragiles. Et puis, troisième question essentielle, c'est la question de l'argent. Quand on sait que, rien qu'en France, l'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. Qu'à l'échelle de l'Europe, l'évasion fiscale, c'est 10 fois plus. C'est 1000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. On se dit quand même que si on était capable d'aller chercher cet argent-là, on n'aurait pas besoin d'aller taxer les classes moyennes et les familles modestes à coup de matraquage fiscal comme c'est le cas en ce moment. Donc il faut faire de la question de la lutte contre l'évasion fiscale la grande cause des années qui viennent au sein de l'Union européenne. Je vais vous prendre un exemple tout simple.
Il y a quelques semaines, avec Fabien Roussel, député et secrétaire national du Parti communiste, nous sommes allés rencontrer les responsables de Google. On avait appris quelques jours avant que Google avait planqué 20 milliards d'euros aux Bermudes pour éviter de payer l'impôt. Pas les Bermudes parce que c'est un pays charmant, mais parce que, une fois planqué aux Bermudes, cet argent échappait à la fiscalité. On est donc allé les rencontrer. Très intéressant. Pour deux raisons. D'abord, ils nous ont appris une chose. Ils nous ont dit, nous payons des impôts, mais nous les payons aux États-Unis. Et c'est vrai. 86% des impôts payés par Google sont payés aux États-Unis. Sauf que Google, comme vous le savez, n'a pas qu'une activité aux États-Unis. Vous-même, quand vous faites une recherche sur Internet, vous êtes français et souvent, vous allez sur Google, parfois. Pas tous. Donc Google fait de l'argent en France. Mais sur cet argent-là, il ne paye quasiment pas d'impôts. Ils nous ont dit une deuxième chose très intéressante. Ils nous ont dit, mais vous savez, si le fisc français nous obligeait à payer des impôts en France, on les payerait. Mais c'est vrai. Ce qui veut dire que le vrai responsable de la situation, c'est pas Google. Bon, évidemment, ils sont pas de très bonne volonté. Mais ils profitent d'une faille à l'intérieur de la législation française et de la législation européenne. Donc il faudrait au fond qu'on établisse un principe simple, c'est que ce qui est immoral, et en l'occurrence c'est immoral de ne pas payer l'impôt quand on est une entreprise comme Google, ce qui est immoral devrait devenir illégal. Et la législation ne devrait pas permettre que des entreprises aussi puissantes que celle-là échappent à l'impôt et ne payent pas l'impôt, d'autant quand même qu'elles profitent très largement de nos infrastructures et de nos services publics en France. Donc nous allons déposer une proposition de loi, elle a d'ailleurs été déposée, et j'espère bien que le gouvernement en fera bon usage, mais on saura lui rappeler. C'est ce principe tout simple, c'est l'impôt à la source sur les multinationales. Ils ont réussi à mettre en place, ils ont imposé l'impôt à la source sur les ménages. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place l'impôt à la source sur les multinationales, de telle sorte qu'on puisse capter l'impôt qu'ils nous doivent avant qu'ils n'aient le temps d'aller le planquer dans un paradis fiscal aux Bermudes ou ailleurs. Mais ça nous renvoie plus profondément à une question qui est une question proprement européenne. Comment elles font ces entreprises pour payer moins d'impôts? C'est le cas de Google, mais c'est le cas de plein d'autres entreprises, notamment ce qu'on appelle les GAFA. Amazon, Google, Facebook, Airbnb, plein d'autres. Comment elles font? Elles localisent leurs activités en Irlande, ou aux Pays-Bas, ou à Malte, ou en Belgique, ou au Luxembourg. Pourquoi? Pas parce qu'elles trouvent ces pays intéressants, mais parce que ces pays ont des taux d'imposition sur les sociétés 2 à 3 fois moins élevés que la France. Et donc, on a aujourd'hui une Union européenne qui non seulement organise la concurrence entre les travailleurs, mais organise la concurrence à coup de taux de fiscalité qui se font concurrence les uns avec les autres. Et donc, un certain nombre de pays d'Europe, un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, sont en réalité des paradis fiscaux. Et là aussi, ça nous pose la question du sens même de l'Union européenne. On n'a pas fondé non plus l'Union européenne pour qu'elle se transforme en passoire fiscale, avec des entreprises qui font du nomadisme fiscal. Elles s'implantent là où elles ont intérêt à le faire pour payer le moins d'impôts possible. Et donc là aussi, il faudrait enfin une harmonisation fiscale à l'échelle de l'Union européenne qui tire vers le haut l'impôt sur les sociétés et qui évite qu'un certain nombre d'entreprises puissent de cette manière-là ne pas payer d'impôts. J'en termine parce que j'ai déjà été très long sur deux aspects. Le premier, c'est le Parlement européen. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Parlement européen ne sert à rien. Beaucoup de gens de gauche notamment. Donc je voudrais en dire quelques mots. En fait, 3 mots, c'est faux. Le Parlement européen ne sert pas à rien du tout. Le Parlement européen, il a du pouvoir. Et contrairement à ce qu'on dit parfois,
si la Commission européenne décide d'une directive, mais qu'au final le Parlement européen la rejette, la directive, elle finit à la poubelle. Donc cela veut dire une chose très importante, c'est que beaucoup de choses se jouent à l'intérieur du Parlement européen. Et que les rapports de force à l'intérieur du Parlement européen ont un impact très concret sur les décisions qui sont prises au final, y compris prises par les États. Deux exemples. Le premier, c'est le 4e paquet ferroviaire, celui qui a abouti au projet de loi du gouvernement sur la SNCF. Cette directive, elle a été votée à 30 voix près au Parlement européen. Ça signifie donc que s'il y avait eu 16 ou 17 députés européens supplémentaires pour s'y opposer, la directive ne passait pas. Donc si on avait été plus nombreux, on y aurait fait échec. Mais comme je ne voudrais pas terminer sur un échec, je voudrais vous raconter une victoire. Il y a eu une directive qui est passée au Parlement européen sur les conditions de travail des routiers. Cette directive, elle était dégueulasse. Et elle prévoyait une dégradation considérable des conditions de travail des routiers, qui déjà n'ont pas des conditions de travail très aisées. Eh bien, cette directive, elle a été rejetée par une majorité au Parlement européen. Et grâce à la mobilisation et de nos parlementaires européens et des syndicats de routiers, enfin, a été décidé de mettre en place le principe, qui pourtant devrait être évident, mais n'a pas été évident pour tout le monde, qui est de dire qu'un routier, quel que soit son pays d'origine, il doit être soumis à la règle à travail égal, salaire égal. Ce qui fait que lorsqu'un routier roumain travaillera en France, il sera payé comme un Français et pas comme un Roumain. Et ça, c'est une belle victoire. Et c'est une victoire qui a été obtenue par une mobilisation sociale et par une mobilisation des parlementaires européens. Tout ça pour dire qu'il est très important d'avoir des députés européens nombreux qui bataillent et qui portent les convictions qui sont les nôtres. Puis une toute dernière chose, et je vous promets que ce sera la dernière, et après on aura l'occasion d'échanger un peu, c'est notre liste. J'ai parlé de Glenn, j'ai parlé de Cinderella. Nous présentons une très belle liste aux élections européennes. Une très belle liste aux élections européennes. Aucune autre liste ne ressemblera à celle-là. Pas seulement parce qu'il y a Glenn et Cinderella et qu'ils ne seront candidats que sur cette liste. Pourquoi ? Parce que c'est une liste que nous avons décidé de construire, non pas à partir d'équilibres politiques comme trop souvent. Un peu à partir des équilibres territoriaux quand même. Donc il y a des Bretons, c'est normal, c'est très bien. Mais nous avons décidé de la construire en ayant en tête une chose. C'est que moi, ce que je retiens du mouvement des Gilets jaunes, c'est que la politique ne peut pas continuer à être une espèce de caste à ce point à côté de la plaque par rapport à la réalité sociale. On ne peut pas continuer à avoir un Parlement européen de plus de 700 eurodéputés dans lequel on a, tenez-vous bien, 3 ouvriers. 3 ouvriers sur un peu plus de 700. Et ce que dit le mouvement des Gilets jaunes, c'est justement qu'aujourd'hui, la politique ne ressemble en rien à la réalité sociale de notre pays. Et encore, heureusement qu'il y a des élus communistes qui, eux, sont quand même souvent un peu plus à l'image de la société. Et encore pas toujours suffisamment. Mais donc, nous avons décidé, nous, de construire une liste que nous n'aurions pas construite sans doute de la même manière avant ce mouvement. Et sur notre liste, Ismaël l'a dit, il y aura par exemple 50% d'ouvriers et d'employés. C'est-à-dire la proportion exacte qu'il y a dans la société française. Mais on ne voit jamais cette proportion-là sur aucune liste aux élections, du moins aux élections nationales. Et donc nous avons décidé de prendre au sérieux cette question et de réparer cette fracture. Parce que ce que nous souhaitons incarner dans cette campagne, et au-delà dans cette institution, c'est l'idée que nous défendons l'Europe des gens et pas l'Europe de l'argent. Et donc cela doit se voir y compris dans le choix que nous faisons des candidats que nous présentons à ces élections européennes. Et donc sur notre liste, il y aura des routiers, des infirmières, des salariés de tous les secteurs qui sont impactés par le fonctionnement de l'Union européenne, des agriculteurs, des enseignants. Ce sera une liste qui sera véritablement à l'image de la société telle qu'elle est. Il y aura des gilets jaunes, je le disais, des blouses blanches, des robes noires, des stylos rouges, bref, tout ce qui bouge dans notre société et qui a besoin
demain d'être représentée au Parlement européen. Donc ce sera une très belle liste. Et en deuxième position sur notre liste, certains le savent déjà, je le sais, il y a Marie-Hélène Bourlard. Alors, je suis désolé, elle est du Nord, mais elle se baladera y compris ici. Marie-Hélène Bourlard, elle est ouvrière. Et ceux qui ont vu le film de François Ruffin, Merci Patron, l'ont peut-être vu. Elle est l'une des héroïnes du film de François Ruffin, Merci Patron. Et si elle est élue demain, et je sais qu'elle le sera parce que vous allez vous mobiliser pour cela et moi aussi, elle sera la première femme ouvrière à faire son entrée au Parlement européen. Donc avec votre bulletin de vote le 26 mai prochain, vous pouvez faire l'histoire d'une certaine manière. Parce que vous allez permettre à Marie-Hélène, et à travers elle au monde du travail, de faire son entrée au Parlement européen. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette très brève introduction. Et en tout cas, j'y insiste, je souhaite à toutes et à tous une belle campagne, on est le 1er février là, on n'a plus le droit. Je vous souhaite une bonne année quand même, et elle sera encore plus belle avec le beau résultat que nous allons faire le 26 mai.